Vous le voyez, on n'y est pas. Alors, je compte sur vous. Alors que la hausse des prix des carburants était le point de départ de la crise des Gilets jaunes, les automobilistes sont toujours les cibles privilégiées des autorités publiques. Vignettes, critères, essence ou augmentation des prix du contrôle technique, tout est bon pour vider les réservoirs. Des discussions qui n'en finissent plus, les dirigeants des différents pays européens peinent à trouver un compromis pour les postes clés de l'appareil bruxellois. L'hypothèse d'un sommet de secours est à présent envisagée. À quelques kilomètres de Paris, en Seine-et-Marne, à Pessy, Yves de Fromentel donne chaque minute de sa vie pour faire prospérer le domaine de Beaulieu, la ferme héritée de génération en génération. Depuis 10 ans, le maître des lieux a passé ses cultures et son élevage en bio avec un souci tout particulier du détail. Madame, Monsieur, bonsoir. Les autorités publiques passent la vitesse supérieure contre les automobilistes. Alors que la hausse des prix des carburants a été l'événement déclencheur de la crise des Gilets jaunes, la politique anti-voiture ne cesse de prendre de l'ampleur. Ce 1er juillet marque un nouveau tournant dans la répression. Thibaut Bastide. Tout est bon pour ponctionner les automobilistes jusqu'à la dernière goutte d'essence. Depuis de nombreuses années, les utilisateurs de véhicules motorisés sont au cœur d'une véritable politique anti-voiture, sous couvert de lutte contre le réchauffement climatique. Déjà pris en étau par la multiplication des contrôles radars qui devraient rapporter plus d'1 milliard d'euros en 2019, auxquels s'ajouteront 194 millions d'euros de majoration pour paiement en retard. Les automobilistes voient la répression passer une nouvelle étape ce 1er juillet. En effet, à partir de ce lundi, les automobilistes vont de nouveau devoir passer à la caisse avec le renforcement du contrôle technique. Un sujet sensible que le gouvernement avait repoussé de 6 mois en décembre dernier, alors que la hausse des prix du carburant était au cœur du combat des Gilets jaunes. Finalement, le renforcement du contrôle est bien entré en vigueur et devrait une nouvelle fois sanctionner les ménages les plus modestes. En effet, l'objectif est de vérifier le filtre à particules des véhicules diesel. Il ne faut pas qu'il produise plus de fumée que lorsqu'il était neuf, sinon un décrassage ou une réparation est nécessaire. Si a priori aucune hausse des tarifs n'est attendue de ce côté, les prix d'un contrôle technique ont augmenté de plus de 12% en un an. Depuis mai 2018, le tarif moyen est passé de 69 à plus de 77 euros en moyenne, car il existe de fortes disparités entre les régions. Une augmentation liée à la réforme du contrôle technique voulue par Bruxelles. Le contrôle est maintenant obligatoire tous les 2 ans pour les véhicules de plus de 4 ans et les contrôles sont devenus plus précis, plus sévères, avec 134 points à vérifier contre 120 auparavant. En parallèle de ce nouveau contrôle technique, les vignettes critères censées évaluer le niveau de pollution des véhicules entrent également dans la danse. Les véhicules dépourvus de vignettes critères et ceux qui ont apposé sur leur pare-brise le macaron critère 5 n'auront plus le droit de circuler en banlieue parisienne, pic de pollution ou pas. Pire, les diesels d'avant 2006, soit les vignettes critères 4, sont exclus de la capitale. Selon Airparif, association financée par le ministère de l'Environnement, la région Île-de-France et des industriels franciliens, les gains attendus peuvent être conséquents, 19% d'azote, 8% de particules fines et 13% d'ozone en moins. Des gains conséquents et des incidents sur les usagers dans l'obligation de prendre leur véhicule pour se déplacer afin de rejoindre les bassins d'emploi de la capitale. Une politique toujours plus répressive pour inciter les plus modestes à laisser leur voiture au garage et privilégier les transports en commun, quitte à doubler le temps de trajet. Ainsi, tout est fait pour mettre à mal, voire faire disparaître du paysage tous les véhicules jugés polluants sans réelle alternative proposée. Dans l'incapacité de s'offrir des véhicules dits propres, un bon nombre d'automobilistes se retrouvent donc acculés et obligés d'alimenter les caisses de l'État. Nuit blanche pour les dirigeants européens. À la peine pour s'entendre sur les postes clés de l'appareil bruxellois, les décisions pourraient donc être remises à un prochain nouveau sommet. Olivier Frère-Jacques. Pas de repos pour les braves et pour les dirigeants européens non plus. Dans la nuit de dimanche à lundi, les représentants des pays membres ont tenté en vain de trouver un consensus pour désigner un nouveau chef de la Commission européenne ainsi que les différents postes clés de l'appareil bruxellois.
Alors que le compromis est la règle, les tractations paraissent particulièrement pénibles pour cette législature, illustration des divisions importantes entre les différents partenaires en présence. 4 fonctions doivent faire l'objet d'un accord, la présidence de la Banque Centrale Européenne, la présidence de la Commission Européenne, la présidence du Conseil de l'UE, ainsi que le chef de la diplomatie communautaire. À la Commission, c'est le social-démocrate néerlandais Frans Timmermans qui semblait tenir la corde, mais la nomination d'un personnage d'un camp entraîne nécessairement celle de celui d'une autre faction à un poste clé. L'équilibre n'ayant pas été trouvé concernant la présidence du Conseil et la direction de la diplomatie, la candidature néerlandaise n'a pas abouti. Selon plusieurs sources proches des négociations, ce sommet, qui fait suite à une précédente réunion qui s'était aussi conclue par un échec, a été très mal préparé. Les discussions auraient d'ailleurs tourné court dès la fin de la semaine dernière au sommet d'Osaka. Les dirigeants membres du Parti populaire européen auraient alors déjà fermé la porte à l'accord trouvé par la chancelière allemande. Angela Merkel est en effet accusée par sa propre famille politique au niveau européen d'avoir proposé un accord contraire aux intérêts du PPE. La droite européenne aurait par ailleurs accepté de soutenir la nomination du social-démocrate Frans Timmermans à la tête de la Commission, à la condition d'obtenir les présidences du Conseil et du Parlement. Un scénario que soutenaient également les sociodémocrates, mais que rejettent les libéraux, troisième force de la Chambre européenne, et qui s'avère être une formation faiseuse de roi, et qui, semble-t-il, a fait infléchir la chancelière allemande. Les tractations s'avèrent donc très complexes et devraient donner lieu à un nouveau sommet. Un sommet qui devrait donc se dérouler après l'élection du président du Parlement européen qui aura lieu le 3 juillet. La présidence de la Commission, elle, peut attendre puisque le luxembourgeois Jean-Claude Juncker est en fonction jusqu'au 31 octobre. Les difficultés qu'éprouvent les dirigeants européens à accorder leur violon illustrent un raidissement des États membres vis-à-vis de l'appareil bruxellois. La montée des populismes, le rejet de l'institution et les rancœurs entre dirigeants des États membres profitent ainsi à l'impasse, impasse qui débouchera nécessairement sur un compromis, mais qui témoigne néanmoins d'une crise profonde du projet européen. Au cœur de la Brie, à quelques 70 km de Paris, le domaine de Beaulieu d'Yves de Fromentel conjugue culture biologique et commerce de proximité. Visite guidée avec Géraud Dufayet. Bienvenue dans la Brie centrale. Nous sommes à seulement 45 minutes de Paris. C'est ici, dans cette campagne digne d'un poème de Charles Péguy, que se cache le domaine de Beaulieu. Lui, c'est Yves de Fromentel, le maître des lieux. Infatigable, il s'occupe de sa ferme avec amour. Une ferme familiale qui se transmet depuis déjà 7 générations. Mais Yves n'est pas un agriculteur comme les autres. Soucieux de la ruralité de son pays, il décide de créer la fromentellerie et d'adopter le bio holistique. J'ai voulu développer le bio holistique et non pas le bio qui est souvent devenu du bio politique pour se faire du fric. Le bio tel qu'on le voit, il y a des organismes de contrôle et qui nous permettent de mettre des étiquettes bio sur nos produits et il faut simplement respecter les obligations de moyens et les obligations de moyens sont respecter les interdits. J'ai pas mis de chimie donc je suis bio. Mais le bio holistique, on a une obligation de résultat. Résultat sur l'emploi rural, résultat sur l'environnement et les paysages, et résultat sur la valeur nutritionnelle des aliments. Dans les fermes de nos ancêtres, il y avait plein d'élevages. Mais il y avait des herbivores, mais il y avait des poules, il y avait des canards, il y avait des cochons, il y avait de tout. Et on transformait le lait. On faisait des petites quantités de chaque chose. Donc ces petites quantités permettaient de faire du circuit court. Et quand vous produisez votre engrais, il est produit sur place, c'est vos animaux qui l'apportent. Les animaux sont nourris avec la culture qui est sur place. Donc vous respectez l'environnement. D'abord, vous n'allez pas boucher la source, vous n'allez pas virer le petit bois, parce que ça fait de l'ombre aux animaux qui sont dans les prés. Et puis, vous allez avoir du foin de luzerne qui va nourrir les animaux. Donc on est sur place, on n'a pas besoin de transporter. L'engrais, il est sur place, on n'a pas besoin d'aller le chercher loin ailleurs. Donc environnementalement, on répond aux exigences environnementales
et donc à cette obligation de résultat qu'on a dans le bio-holistique. Et ce bio-holistique, on ne peut pas le faire si on n'a pas des animaux et de la culture comme nos ancêtres. C'est ça qui est important. Une complémentarité entre production animale et végétale qui vise l'équilibre biologique et naturel des plantes et des animaux. Ici, tout est donc produit sur place, jusqu'à l'électricité, grâce à l'installation de ces panneaux solaires. Yves opte pour la vente directe et favorise ainsi les circuits courts. Il livre lui-même chacun de ses clients jusque dans la capitale. Un fonctionnement qui garantit aux producteurs un juste revenu et aux consommateurs un prix équitable, et qui par là même favorise la relation entre ces deux derniers. Mais Yves s'inquiète et alerte sur les dangers qui menacent les campagnes de France. Les élections municipales de l'année prochaine, c'est notre dernière chance de sauver notre pays, pour garder la proximité entre le citoyen et les décideurs. Et ça, c'est la commune. Et donc, pour pouvoir y arriver, je pense qu'il faut élire des conseillers municipaux et des maires qui soient conscients de ça et qui auront la volonté d'œuvrer pour recréer du travail, de l'artisanat et de la paysannerie dans nos communes. Un tiers des oiseaux ont disparu des campagnes françaises en 15 ans. C'est presque 2 tiers pour les insectes. Nos fruits et légumes ont perdu près de 30% de leur valeur nutritive. L'agriculture productiviste fait également disparaître la société paysanne. En 10 ans, ce sont 500 000 exploitations qui ont fermé. Le lobby des gros paysans, la FNSEA, et l'industrie agroalimentaire mettent en danger de mort les exploitations telles que la fromentellerie. Le pouvoir est désormais entre les mains des consommateurs. C'est à chacun d'entre nous de décider si nous voulons sauver la ruralité de notre pays en achetant aux paysans près de chez nous. Et à présent, on passe à l'actualité en bref avec Thibaut Bastide. Les finances publiques dans le rouge, alors qu'Emmanuel Macron avait fait de l'équilibre budgétaire une arme de campagne. Les prévisions de déficit public pour la période 2020-2022 sont peu reluisantes. Les mesures consenties après le mouvement des Gilets jaunes pèseraient ainsi largement sur les finances de l'État. Le déficit public pour 2019 devrait ainsi s'établir à 3,1% quand la dette publique baissera de son côté, mais moins que prévu. Alors que les annonces présidentielles après le grand débat national n'ont pas satisfait les contestataires. Le maintien d'un déficit élevé ne devrait pas satisfaire dans son propre camp. Des députés veulent en finir avec l'abandon des animaux. 240 élus de tous bords ont annoncé le prochain dépôt d'une proposition de loi pour en finir avec les abandons massifs d'animaux domestiques. Ils évoquent comme possible piste de travail la stérilisation obligatoire des chats et la moralisation du commerce des animaux. Près de 100 000 chiens et chats sont abandonnés chaque année en France, dont plus de la moitié pendant la période estivale. La SPA et la Fondation 30 millions d'amis estiment même que la France est championne d'Europe des abandons. Regain de tension à Hong Kong après plusieurs semaines de manifestations contre l'appareil étatique chinois. Une grande manifestation a eu lieu lundi pour l'anniversaire de la rétrocession du territoire à Pékin. Des heurts opposant manifestants et forces de police ont eu lieu. Des groupes contestataires composés d'individus masqués ont même bloqué la circulation avec des barrières de plastique et de métal, quand d'autres ont tenté de pénétrer dans le parlement local en brisant des vitres. Des scènes pas anodines dans cette région administrative spéciale, pas franchement réputée pour la virulence de ses habitants. Les Hongkongais défendent le principe, un pays, deux systèmes, hérité des accords qui ont mis fin à la présence britannique, mais Pékin se verrait bien accélérer le mouvement alors que la fin de l'autonomie du territoire est officiellement prévue pour 2047. Visite extraordinaire du président Trump en Corée du Nord. Le pensionnaire de la Maison-Blanche a rencontré son homologue Kim Jong-un à la frontière des deux Corées pour une poignée de main historique dans la zone démilitarisée. Une rencontre historique 1 an après le sommet de Singapour et celui d'Hanoï en février. Les deux chefs d'État se sont prêtés au jeu des photos derrière la ligne de démarcation du village de Panmunjom où fut signé l'armistice de 1953. Une rencontre qui a permis de relancer le dialogue sur la question du nucléaire nord-coréen. Volontiers provocateur, résolument imprévisible, le président états-unien marque un point dans la guerre des images et semble pour l'instant réussir là où aucun de ses prédécesseurs n'avait osé s'aventurer. Reste à présent à trouver un accord concret avec Pyongyang.
Il n'y a pas d'âge pour courir de longues distances. Dimanche, Gérard Gailleton, 81 ans, a bouclé les 177 km de l'ultra-trail marin dans le golfe du Morbihan. Il a parcouru l'équivalent de 4 marathons en 40 heures et 36 minutes en pleine canicule. Près de la moitié des 1200 participants ont abandonné en cours de route. Gérard Gailleton ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il a prévu de s'envoler pour la Jordanie pour participer à un trail dans le désert avant de s'attaquer à la muraille de Chine. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. François Devoyer est entrepreneur et président du Cercle Audace. Après la débâcle historique des Républicains aux Européennes, ce proche de Marion Maréchal rêve d'une alliance des droites. J'entends beaucoup de choses aujourd'hui, les nouveaux clivages, populisme, libéralisme, antilibéralisme, mondialisme progressiste. Je considère que ces clivages, ils ne sont pas faux, bien entendu, mais ils polarisent bien davantage que le clivage de gauche-droite. D'abord, la réalité, c'est que souvent dans ces clivages, on retrouve les vieilles catégorisations gauche et droite. Vous prenez libéralisme, antilibéralisme, évoqué tout à fait justement par Patrick Buisson, en fait, cela recouvre la droite et la gauche du 19e siècle. C'est la Restauration et le marché de Juillet. Il y avait déjà cette polarité droite-gauche. On appelait à l'époque la résistance et le mouvement. On peut lui donner les termes que l'on souhaite. Mais je pense que l'avantage de la droite et de la gauche, c'est que justement, c'est suffisamment flou pour qu'on puisse s'entendre sans commencer par batailler et s'écharper sur la sémantique. Et puis ce soir, retrouvez également Politique Éco. Olivier Pichon et Pierre Bergerot reçoivent le président du comité Trump France, Georges Clément, pour évoquer la candidature, le bilan économique et la diplomatie du président américain. Tout de suite, retrouvez la France de Campagnol de Christian Combaz et Mes Libertés Politiques avec François Billot-Lochner. Et à présent, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. On va reprocher gentiment, par lettre, d'avoir escamoté l'illustration de ce dont je parlais l'autre jour. Je disais que la Lune était apparue contre la falaise, mais je ne l'ai pas montrée, cette Lune. Eh bien, voici, j'ai retrouvé la photo, et ça tombe bien parce que je n'avais pas fini de vous en parler. Et pourquoi? Eh bien parce que notre personnage un peu bizarre, là, Léon, celui qui ressemble à un moine du XVIe siècle et qui voit les morts à ces moments perdus, fait une fixation sur la Lune, dont la conquête a eu lieu il y a 50 ans et qui est en ce moment l'objet de convoitises minières, politiques, on ne sait pas, les deux sans doute, puisque maintenant les nations sont en train de passer du désir de planter un drapeau à celui de définir des concessions territoriales. Mais la raison pour laquelle Léon nous en a parlé l'autre jour n'est pas celle-là. Il ne fait pas, lui, de géopolitique. Il fait plutôt du complotisme ésotérique, du paranormal. Et il faisait allusion à ce que les astronautes ont vu et à ce qu'ils nous ont caché, enfin ce que la NASA nous a caché. En gros, il croit à une activité extraterrestre sur la Lune. Alors là, ne vous moquez pas, ce n'est pas ça que j'ai à vous dire ce soir, c'est la Lune n'est pas vraiment mon sujet. J'ai dit que contrairement à Gustave, Léon n'allait pas beaucoup sur Internet, mais je n'ai pas dit qu'il n'y allait pas du tout. En vérité, il fait partie des gens qui sont abonnés à des listes de diffusion, de discussion, dont une justement traitait de la Lune. Mais le vrai sujet de cette discussion permanente où les gens intervenaient sur les forums, le thème du forum était le paranormal qu'on peut appeler scientifique. Ah bon, ça existe? Oui, parce que Léon était d'une famille modeste de Périgueux, il était arrivé ici par mariage, il a une particularité, comme je vous l'ai dit, qu'il cachait au début. Vous allez me dire, on la connaît, il est médium. Non, c'est pas celle-là. Ça, c'est la partie improuvable de sa particularité. Mais il y en a une autre. Une autre, donc, vous allez me dire, qui n'est pas improuvable. Eh bien, en effet, une autre qui est tellement prouvable
tellement observable qu'il l'avait fui pour ne pas devenir un animal de cirque pour les scientifiques. C'est que ce monsieur à tête de moine là a eu un accident grave dans sa jeunesse, ailleurs à Périgueux, je pense vers 17 ans. Son cas a fait l'objet à l'époque d'études poussées, à une époque où il n'y avait que le Minitel, le téléphone, bien avant le Minitel d'ailleurs. Il a tenu un jour à me montrer les lettres du CNRS, celles d'un spécialiste américain, les réunions, les électrodes sur la tête, etc. Il y a un moment, m'a-t-il dit, où j'ai dit basta, basta. Il m'a raconté, il me montrait toutes ces photos. Il avait l'air content quand même de me montrer qu'il était à l'époque un objet de curiosité, et il était très courtisé par les spécialistes du genre CNRS, les spécialistes du cerveau. Alors en quoi son accident a-t-il intéressé la science? Eh bien parce que, à cause d'un traumatisme crânien très précis sur la tempe, un peu par là, sa perception du réel a été décalée. Il m'a dit c'est comme ça, c'est comme si on avait laissé tomber un poste de radio, les fréquences ont changé, et c'est comme ça qu'il y a 30 ans, on m'a envoyé voir ce bénédictin là nommé Bernard. À l'époque, il donnait des consultations dans son couvent, dont il n'avait pas été viré. Et donc, il me raconte, j'étais, moi, hyper dépressif. C'était assez banal, mais je calculais, ça, ce qui était beaucoup moins banal, c'est que je calculais la géométrie d'à peu près tout autour de moi. Je te disais si tel côté faisait le tiers de tel autre. Je voyais la beauté de certains nombres, comme le 771. Je te disais combien il fallait de générations de 25 ans pour arriver à l'homme de Néandertal. Je te disais quel était ton jour de naissance dans la semaine, et même celui de Voltaire. Mais le plus grave, c'était que je passais mon temps à remettre des objets dans le bon ordre, à les classer par couleur et par forme, je me lavais les mains tout le temps. Enfin bref, c'était une maladie mentale, c'est pour ça que j'avais besoin de quelqu'un, et puis tout est devenu plus heureux grâce à ce Bernard, le moine là. Je suis devenu mystique, et quand ce Bernard a quitté le couvent, quand il a connu la gouvernante de sa sœur, là, cette fille qui s'appelle Suzanne et qui fait du piano sans avoir jamais appris, et bien cette fois, c'est Bernard qui m'a consulté à son sujet. Il voulait savoir s'il pouvait avoir confiance en elle et la garder. Elle avait 30-32 ans à l'époque. Elle m'a dit qu'elle entendait le monde comme un concert. Et elle regrettait que la planète ne soit pas peuplée que de surdoués et d'animaux. Le moins qu'on puisse dire, a-t-il ajouté, c'est que ça nous changerait en effet. Il a désigné sur le présentoir la première page d'un journal où il y avait la tête du Premier ministre en disant « Les surdoués nous manquent ». Abonnez-vous, merci. Nous savions que le porno, c'est fun et éducatif. Nous découvrons aujourd'hui que le porno, c'est aussi écolo. La pornographie au service de l'écologie. Voici donc la naissance de la pornécologie. Et oui, la pornécologie est née. Eh bien, après avoir défendu la cause des baleines, Pornhub, vous dites comme vous le voulez, l'une des plus grandes plateformes mondiales d'hébergement de vidéos pornographiques au monde, a décidé de s'engager pour les abeilles, avant très certainement de s'engager plus tard pour les bébés phoques. Le monde le sait aujourd'hui. La survie des abeilles est gravement menacée et leur disparition aura des conséquences importantes sur la planète, étant donné qu'elles interviennent de manière centrale dans le processus de pollinisation, donc de reproduction des espèces végétales. Pornhub a donc enfourché ce cheval de bataille en se mettant au service de la protection des abeilles. Massacrer la personne par la pornographie ne lui pose aucun problème, mais voir les abeilles maltraitées lui est insupportable. Alors, Pornhub, pour justifier son engagement, développe une argumentation magnifique. Les abeilles qui butinent, c'est du porno en grand, en vrai, en nature. Donc, le partenariat coule de source. Cela ne fait ni une ni deux. Pornhub filme les batifolages des abeilles, leur colle un doublage interprété par des stars du X et les catapulte sur son site internet. Je cite « Pour chaque visionnage d'une de nos vidéos sur le canal bisexuel, nous ferons un don à des organisations caritatives de sauvegarde de l'abeille dans le monde. »
Comme disent les jeunes, c'est trop chou. Ou comme disent les bobos du Marais, ça m'interpelle vraiment quelque part, je veux dire. En pratique, comment est-ce que ça fonctionne? Une fois sur Pornhub, l'on clique sur une innocente abeille. Parfait. Mais l'on risque bien d'avoir envie au passage de cliquer sur des contenus plus piquants. La confusion mentale est totale. La perversité développée par Pornhub atteint des sommets. Du coup, je me boboise puisque tout ça, ça m'interpelle quelque part, je veux dire. Au fait, à y creuser, il n'y a rien de très étonnant à tout cela. Le discours écologique ambiant, pétri de bonne conscience, a des accointances inattendues avec l'industrie et le commerce du X. Les deux se soucient bien peu du respect éminent de l'éminente dignité de l'homme, qui n'est vu que comme un animal comme les autres, enfin, un animal pire que les autres. Pauvre de nous. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.